Aujourd'hui, je vous emmène en balade dans le bocage bressuirais, à la pointe nord-ouest de la région Poitou-Charentes, précisément dans le pays natal du plus célèbre écrivain des Deux-Sèvres, Ernest Pérochon. Tout commence à l'étang du domaine de la Roche à Cerizay, dans cette cité où le nom Heuliez résonne encore et où une forte communauté portugaise s'est installée dans les années 70-80 quand le groupe automobile connaissait son apogée. Connu des Cerizéens, ce parc municipal abrite le château de la Roche, une demeure bourgeoise construite au début du XXe siècle sur une petite colline. Elle est bordée, sur deux de ses côtés, d'un magnifique étang que fréquentent promeneurs et sportifs. En sortie de ville, voici Beauchêne et son abbaye. L'endroit tire son nom d'une légende. Au milieu d'une prairie, il y avait un chêne merveilleux. La légende raconte qu'un bœuf bien en chair restait obstinément près de ce grand chêne. Le berger, intrigué, observa l'arbre et trouva en son creux une statuette en bois de la Vierge à l'Enfant. Depuis cette trouvaille, des miracles n'auraient cessé d'avoir lieu dans le petit village, dont le nom est tiré de cette histoire. Là, dans ce paisible village de Beauchêne, une abbaye riche de 800 ans d'histoire accueille depuis plus d'un siècle la communauté des chanoines de Latran. C'est dans l'église de l'abbaye que se trouve aujourd'hui la statue de la Vierge miraculeuse. Elle en constitue l'élément le plus précieux. Dans l'histoire récente, on retiendra que Beauchêne est lié à l'affaire Pio Maria Mortara. À 6 ans, cet enfant juif vivant à Bologne est enlevé par les autorités papales en 1858 pour être élevé au sein de la religion catholique en vertu du fait qu'il avait été baptisé secrètement par sa nourrice catholique. Edgardo Pio Mortara reçoit les ordres religieux ici à l'abbaye en 1872. En 2023, le cinéaste italien Marco Bellocchio produit L'Enlèvement, un film tiré de cette affaire qui fut en son temps un scandale international. À Beauchêne, un son et lumière illustre chaque été son passé séculaire. De ses sources au cœur de la Gâtine jusqu'à son grand bain à Nantes, elle apporte un supplément d'âme à ce paysage du bocage bressuirais. Elle a façonné les paysages et la vie sociale de ses riverains. Elle, c'est la Sèvre nantaise, l'autre Sèvre du département, plus sauvage que son homonyme du sud, secrète et mystérieuse. Ici, au sud de Cerizay, elle prend son temps dans quelques méandres avant de se révéler plus vive au gué du beau. Autrefois, près de ce site, le site du Terrier, était le lieu de travail des tireurs de sable, un métier essentiel aux bâtisseurs. Le charmant bourg de Saint-André-sur-Sèvre est articulé autour de son église romane, au chœur et clocher classés au titre des monuments historiques. Durant les guerres de Vendée, la Sèvre fut, dans l'urgence, une cache pour ses cloches, disparue par la suite en 1793. La cache, possiblement ici, est appelée depuis la fosse aux cloches. De la route qui mène à la forêt sur Sèvre, on surplombe une vaste prairie où coule la rivière et où les troupeaux de vaches y disposent de belles pâtures. Accueil en trompe-l'œil au cœur de la forêt sur Sèvre. En sortie de village, en direction de sa forêt, vous ne pouvez pas manquer la chapelle de l'Ouvroir. Construite en 1845, son nom questionne. Il renvoie possiblement à un atelier à caractère confessionnel où des personnes effectuaient des travaux d'aiguille
pour des ornements d'église ou au profit d'œuvres de bienfaisance. Désacralisée, restaurée, elle est aujourd'hui un lieu de rassemblement pour les Forésiens qui peuvent y entendre des concerts ou voir des expositions culturelles portées par l'association Le Patrimoine de la Forêt. Le style troubadour, ça vous parle? Et le steampunk, ce genre culturel du 19e siècle avec son côté un peu cuivre. Vous connaissez? Non? Alors pour en apprendre plus, élément de réponse ici au château de la Forêt où nous attendent Frédéric et Nathanaël, nouveaux occupants de ce bel endormi auquel ils redonnent vie aujourd'hui. Dès le XIIIe siècle, l'édifice bâti sur 2 îles entourées par la Sèvre avait l'allure d'une demeure fortifiée. Incendié pendant les guerres de Vendée, il renaît de ses cendres profondément modifié au cours du XIXe siècle, à la fois charmant et robuste. Sur ce site d'une beauté exceptionnelle, il dévoile son architecture de style troubadour en vogue sous le Premier Empire. Un style influencé par le néogothique anglais, renvoyant à l'imaginaire médiéval et troubadour, des composantes du romantisme. Ces petites fenêtres du 2e étage, en alternance carrée et en arc brisé, sous des machicoulis en son illustration. Tout comme ces fenêtres trilobées et quadrilobées sur les communs. C'est justement ici que Nathanaël et Frédéric ont commencé une reconversion professionnelle en 2021 après la crise Covid. Un brainstorming au coin d'un feu de bois, en savourant un cordial, les décide pour tenter l'aventure du goût. Ce sera la création de la distillerie artisanale Cornelius. Alors Frédéric, Cornelius, pourquoi ce nom ? Bon, la première réponse, c'est parce que ça nous plaisait. C'est aussi simple que ça. Au départ, c'était devenu un petit nom de code. Ça nous est sorti un petit peu de l'esprit, simplement, parce que ça nous semblait chouette. Il y avait un petit côté très fin 19e, avec un côté très Jules Vernien dans le nom, et qui allait très bien avec l'esprit alambiqué de la distillerie et de l'alambic, et ce côté un peu cuivre qu'on peut appeler steampunk aujourd'hui. Il se trouve que de ton côté, Nathanaël, moi, Cornelius te parle. Voilà, le personnage de Cornelius, c'est un personnage du livre pour enfants Babar de Laurent de Bruneuf et de Jean de Bruneuf, son père. Et moi, c'est un livre qui a bercé mon enfance. Mon père nous en lisait quasiment tous les soirs. Et dedans, il y a le personnage de Cornelius qui est le savant, un peu le répétiteur des enfants, et en même temps un chef de guerre aussi. Enfin bref, donc il y avait plein de facettes de ce personnage qui je trouvais intéressant. Ouais, et puis voilà, la cornue aussi en chimie, c'est l'élément en verre qui permet de distiller aussi. Donc Cornelius, cornu, c'est pas très éloigné non plus. Dans ce métier, qui tient autant de la grande cuisine que de la parfumerie, une fois acquis un savoir-faire auprès d'un distillateur breton, la production démarre en 2023. Mais pas de liqueurs et de spiritueux de grande qualité sans alambic d'exception. Un coup de chance va leur faire dénicher la perle rare, un alambic alsacien tiré de 50 ans de sommeil. D'alambic, exactement comme pour un chocolat en pâtisserie. Il y a un bain-marie, c'est-à-dire qu'il y a une double peau avec une double cuve d'eau et qui va générer une chaleur extrêmement douce et homogène et qui favorise justement l'extraction de goûts et de parfums très délicats. On ne va pas surchauffer et ça permet d'avoir des produits fins et on en est vraiment assez content. On a pu racheter un alambic dans un état exceptionnel. Il y avait des qualités de matériaux, des épaisseurs de cuivre comme on n'en trouve plus, donc c'est une vraie chance pour nous. Et en plus, l'idée de retravailler sur quelque chose effectivement qui a du vécu, c'est quand même assez savoureux. D'accord. On l'a appelé Pépère, du coup, comme on appelle les grands-parents, les grands-pères dans l'Est. Et donc, les 4 filles nous parlaient toujours de Pépère, c'est l'alambic de Pépère, etc. Donc, il devait s'appeler Céleste, comme le personnage dans Babar, justement, on filait le nom
la distillerie. Oui, vous expliquez le filon, mais donc c'est Pépère. Et voilà, finalement c'est Pépère. Devant l'histoire en fait de l'alambic, on s'est dit on ne peut pas l'appeler autrement. Il ne faut pas le trahir. Voilà, exactement. Pour ces passionnés en quête d'excellence, Frédéric et Nathanaël utilisent des produits de leur jardin et des épices et agrumes sélectionnés avec soin. Pour les agrumes biologiques notamment, on travaille sur les liqueurs, mais on est assez attaché à la qualité de nos produits. Donc quand on peut les cultiver nous-mêmes, toutes les simples, elles viennent de nos jardins ou des alentours de la propriété. Les épices, on se fournit auprès d'un fournisseur d'épices du côté de Tours, qui est assez réputé auprès des chefs pour la qualité de ses épices. Voilà, on a cette démarche vraiment à toutes les étapes pour tous nos ingrédients. Et qu'on aimerait pousser effectivement de plus en plus, c'est-à-dire que on travaille en ce moment sur une liqueur du bocage qui serait fait justement à 100% de botanique et d'herbes qu'on pourrait ramasser dans les sous-bois ou cultiver nous-mêmes. Et dans les Deux-Sèvres. Et dans les Deux-Sèvres. Et dans les Deux-Sèvres, voilà. oui. Et ça, c'est le but ultime. Et en même temps, par exemple, on est tombé sur une mandarine de Sicile ou sur un citron vert de Corse qui était tellement incroyable en saveur. D'accord. Que ça, là, on résiste Ça a pas. trouvé, je suppose, au marché de Nantes. Exactement. Pour conclure, avec un bon alambic, de bons ingrédients et un savoir-faire certain au service du bon goût, on ne peut que souhaiter à Frédéric et Nathanaël le succès avec leur future liqueur signature aux saveurs du bocage bressuirais. Retour sur le passé du bocage. Nous sommes fin 19e, début 20e, pour cette fin de balade avec un focus sur la Tournivelle près de Courlay. Une occasion pour découvrir cette ancienne école rurale devenue musée où le célèbre Ernest Perrochon, né à proximité, fut écolier. Éloigné de plus de 4 km du chef-lieu, en vertu d'une loi, une seconde école est construite ici, à la Tournivelle, en 1885. Si jadis l'école, qui est d'abord une pratique, pouvait ressembler à cela, sous la Troisième République, elle prend une place essentielle dans le patrimoine architectural des villages français en devenant un lieu dédié pour l'instruction. Elle traduit l'idéal républicain d'égalité et de fraternité et doit permettre à tous les enfants de s'insérer dans la société. À la Tournivelle, la mixité scolaire est avérée avec la disparition du grillage dans la cour dès 1920, bien avant une loi de 1933 qui l'abordait prudemment. Le vestibule rappelle ici que l'uniforme était la règle. Un sarrau noir, une ceinture de cuir, des galoches, souliers montants en cuir ou des sabots en bois, il mène à la classe. Dès 1864, la construction des classes est soumise à une réglementation très stricte, répondant aux préoccupations hygiénistes, avec des salles hautes, bien aérées et bien éclairées par la course du soleil. Si l'instituteur dispose ici de son bureau, sur cette petite estrade, la suppression de celle-ci fut une des conséquences symboliques de la révolution pédagogique qui eut lieu dans le sillage de mai 68. Aujourd'hui, son retour fait débat, soutenu par ceux qui y voient de nombreux avantages. Partie intégrante du décor, des planches pédagogiques représentant la géographie, les sciences naturelles ou des scènes historiques couvrent les murs. On les doit à 2 instituteurs de la région, André Rossignol et son épouse. La morale du jour, inscrite sur le tableau noir, était lue dès le début de la classe. Au fond de la classe, dans le coin, le puni et son bonnet d'âne. Savez-vous que les premières représentations du bonnet d'âne sont apparues au Moyen-Âge ? Un philosophe anglais lui reconnaissait, étonnamment, un rôle de propagateur de connaissances. C'est peut-être dans cet univers que le petit Ernest, lui, enfant de protestant, a rencontré les enfants de la petite église et mesuré leur absentéisme les jours des saints fêtés et leurs mœurs lors du carême.
Aujourd'hui, il faut se rendre à la chapelle de la Plaine-Lière ou au cimetière de Courlay pour comprendre comment cette communauté d'un millier d'habitants, les fidèles de la petite église, appelés aussi dissidents, y vit un culte catholique resté figé depuis la Révolution française. Aujourd'hui subsiste encore une séparation entre les deux communautés. On la trouve au cimetière, coupée en deux, avec les dissidents à gauche. Les sépultures ne sont même pas dans le même sens et se tournent le dos, les unes tournées vers l'ouest, les autres vers l'est et Jérusalem. Dans le centre du village de Courlay, voici l'église Saint-Rémy. Place de la Solidarité, sous le projecteur d'une fin d'après-midi ensoleillée, cette forteresse, mi-gothique, mi-roman, et son clocher carré semblent moins austères. Franchissez son portail d'entrée et laissez-vous surprendre par son retable monumental en pierre polychrome. Réalisé au milieu du XVIIIe, dans le style baroque, il met en valeur l'Eucharistie et le rôle du prêtre. Retour à la Tournivelle pour terminer ma balade. Aujourd'hui, c'est cours de chant, une matière qu'ont sans doute pratiqué les nombreux écoliers passés ici. Écoutez. Nul doute que l'enfant du pays, ici en tour de barque sur la Sèvre niortaise, aurait été ému par cette chorale très laïque.